Nous retournons faire notre plongée dans l'écologie réactionnaire en étudiant Antitech Résistance via la vidéo des camarades du média Fracas. Nous avons déjà fait une première partie que vous avez vue où nous avons été, il se peut, un petit peu salés. On avait beaucoup parlé de technique, etc., de qu'est-ce que ça voulait dire d'être anti-tech, ce qui pour nous n'a en soi aucun sens. Là, vous allez voir, les amis, que nous allons rentrer un peu dans le dur d'Antitech Résistance parce qu'on nous n'y étions pas encore, figurez-vous. Et là, on va voir un petit peu concrètement quand on a ce mode de pensée, ce mode idéal très anti-humaniste. Je vous renvoie à notre première vidéo pour comprendre de quoi on parle par anti-humanisme. Là, vous allez voir un petit peu ce que ça donne en concret. Et alors, autant vous dire que si nous étions salés sur la première partie, la deuxième, ça risque d'être saignant. Pour ça, j'appelle mon camarade Chris. Chris, comment ça va? Est-ce que tu es prêt à ce qu'on termine Antitech Résistance? Ouais, carrément. Mais c'est intéressant parce qu'on a fait vraiment un plan marxiste. Voilà, on a fait toute la partie abstraite, d'abord de l'anti-humanisme, de la critique technologique. Et là, on va voir comment c'est de l'élévation au concret. Et là, vous allez voir qu'en plus de ces abstractions qui sont tout à fait proches de la réaction, vous allez voir que quand on les élève au concret, là, ça devient évident pour vous qu'il n'y a pas de débouchés progressistes ou qui vont vers le mieux de l'humanité dans ces idéologies-là. On va voir qu'on est face à clairement de la réaction. C'est qu'ils ne sont pas seulement technocritiques, ils sont anti-technologie. Et parce qu'ils ont une critique absolutiste de la technologie, ATR a des positions qui, selon certains, sont par conséquent réactionnaires. Alors là, je vais dire attention fracas. On parlait tout à l'heure d'abstrait, de concret. La technocritique est toujours une anti-technologie. Voilà, parce que si vous ne critiquez pas, si vous n'êtes pas anti-technologie, la technocritique c'est quoi? C'est exactement ce que nous on vient de faire à chaque fois dans le premier épisode et qu'on va faire ensuite, c'est de rappeler qu'il y a une certaine utilisation, il y a certains rapports sociaux derrière une forme d'utilisation de la technique, tu l'as bien défini pour la médecine, etc. Donc ça c'est de la technocritique, voilà. Et donc l'anti-technologie c'est une autre idéologie, voilà. Comme si voilà vous êtes par exemple contre les marteaux parce qu'il y a des gens qui ont tapé quelqu'un avec un marteau et pas utilisé le marteau pour taper des clous. Voilà, donc vous êtes anti-marteau. Et nous, vous êtes marteau critique en disant que ça doit servir à telle chose et pas à telle autre. Voilà. Critiquer la technologie dans sa façon dont on est utilisée, dans les rapports sociaux dont elle est prise, etc. Ça, c'est quelque chose d'important. Mais l'anti-technologie, c'est une autre idéologie. La technologie n'est jamais un problème. C'est une forme d'activité. Et ce qu'il faut poser comme clé derrière, c'est quelle forme d'activité, quelle fonction sociale ça remplit, comment on transforme ces fonctions sociales quand elles sont violentes et dominatrices. Voilà. Par exemple, lorsqu'ATR est accusé d'être antiféministe, ce n'est pas parce qu'ils sont directement contre le droit des femmes, mais plutôt parce que dans leur monde idéal, il n'y aurait plus d'industrie pharmaceutique, et donc par exemple, plus de pilules contraceptives. Alors, camarade de chez Fracas, je sais pas comment tu t'appelles. En plus, moi, je te dis, Fracas, il y a plein de trucs cool qu'ils font et tout. C'est vraiment de la critique entre camarades. Tu ne peux pas dire ça, je suis désolée. Mais en fait, dire ils sont pas contre le droit des femmes, ils sont contre les conditions concrètes matérielles pour que les femmes aient accès à leurs droits, c'est être contre le droit des femmes. Enfin, il y a pas de dichotomie entre les deux. Il n'y a pas de monde dans lequel tu dis, moi je suis parfaitement pour que les femmes puissent avoir accès au contrôle des naissances, mais par contre je ne veux pas qu'elles aient accès aux outils qui leur permettent de contrôler les naissances. Ces gens sont de fait contre le droit des femmes. Voilà, après c'est une position politique qu'ils peuvent défendre et ils vont trouver des gens en face pour les combattre très fort, dont moi. Mais voilà, faut arrêter avec ça. Il n'y a pas de dichotomie entre les deux. C'est ce qu'on disait à l'instant sur les abstractions, justement. C'est les droits sont toujours des niveaux de droits, il n'y a pas des droits naturels, comme diraient les libertariens ou les libéraux. Les droits sont toujours adéquats à une certaine évolution des forces productives. Les droits humains en général, parce que même les droits des individus hommes ne sont pas les mêmes en fonction du capitalisme, du féodalisme, voilà, de l'Antiquité. Et ça, vouloir l'un sans l'autre, penser l'un sans l'autre, c'est des abstractions qui sont de pure déclaration et qui ne recouvrent, comme on l'a dit tout à l'heure, rien de concret. Et on va le voir, quand vous faites ça, vous pouvez dire à chaque fois, moi je suis pour les droits de tout le monde, j'aime tout le monde, etc. Mais en fait, dans la pratique, je vais faire en sorte qu'il n'y a que des gens qui soient privilégiés. C'est exactement le même discours quand nous on dit par exemple, on s'attaque à la bourgeoisie pour ce qu'elle permet et non pas pour ce qu'elle promet. Pourquoi? Parce que la bourgeoisie, elle va vous dire,
Mais tout le monde peut être riche, tout le monde peut être libre, il faut être méritant, il suffit de se relever les manches, etc. C'est la bourgeoisie même qui a inventé cette idée de dichotomie entre les droits naturels, les hommes naissent libres et égaux en droit, et de ne jamais faire en sorte que ces conditions réelles soient possibles pour pouvoir l'appliquer. Le communisme tente de résoudre ça. Le communisme n'a jamais remis en question la déclaration des droits de l'homme, comme ils savent que c'est une avancée, de penser l'abstraction de l'humanité au-delà des races, au-delà des genres, etc. Ils ont juste constaté que, en fait, non, dans la vraie vie, il y a encore des races, même c'est encore surinvesti, il y a encore des classes, il y a encore des genres, etc. Et donc on dit, ok pour la promesse, mais on fait comment ? Avec le capitalisme, ça marchera pas. Ok, on va le faire avec le communisme. Les femmes devraient vivre sans certains droits, comme l'IVG ou la pilule contraceptive par exemple. L'IVG ou la pilule ? Comment tu peux dire c'est soit un droit, soit des conditions matérielles ? C'est les deux en même temps. C'est la douille que beaucoup de militantes féministes et de collectifs féministes relèvent sur le droit à l'IVG, par exemple. Inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. Alors, ça peut être protecteur, etc. Si jamais on a des réactionnaires qui arrivent au pouvoir et qui veulent revenir en arrière, bien que, en fait, s'ils veulent le modifier, ils le modifieront. Bref. Mais c'est surtout que, en fait, inscrire ce droit sans donner des conditions, c'est-à-dire suffisamment de centres qui peuvent pratiquer des IVG ouverts, des possibilités que ça soit remboursé, une embauche suffisante d'infirmiers anesthésistes, des places dans les blocs opératoires, des possibilités pour les patientes de pouvoir se déplacer jusqu'au centre d'IVG, parce qu'en fait, s'il n'y en a qu'un par département et que c'est à 55 bornes de chez toi et que tu n'as pas de bagnole, tu n'y as pas accès, le droit à l'IVG n'est pas un droit qu'on écrit et du coup, après, on y a le droit. Il faut des conditions concrètes matérielles pour le mettre en œuvre. Et l'un ne va pas sans l'autre. Ce qui compte pour eux, c'est qu'ATR défend une vision où de nombreuses minorités perdraient en liberté et en droit si elles venaient à se concrétiser. Et c'est pour ça que, selon eux, ATR doit être combattu. D'autant qu'ATR refuse de s'exprimer sur le projet de société qui pourrait advenir après le démantèlement de la méga-machine. Ça, c'est classico, hein. Et il y en a chez nous, chez les communistes, les gens qui disent l'important, c'est de mettre en mouvement la révolution, penser le futur, c'est de l'utopie. Non. Concrètement, tu veux quoi ? Comment tu vois la fin ? C'est quoi là ton but ? Comment on vit ensemble après ? Voilà. Quel est le possible ? Les gens qui ont des grandes visions sur ce qu'il faut abolir aujourd'hui, mais mais ne savent pas comment ça marchera plus tard, sont des fanfarons. Voilà. Et restent dans l'abstrait pour le coup. Ce qui fait que leurs projets et leurs idées pourraient être repris tels quels par des réactionnaires. Par exemple, un anti-moderne pourrait reprendre mot pour mot l'argumentaire d'ATR pour appuyer un projet de société réactionnaire, clairement antiféministe ou validiste. Mais c'est même l'inverse en fait. C'est ça qui est fou. C'est que moi, ces gens, ça ne peut être que repris. C'est pas une possibilité. Ça ne peut être que repris par des fascistes. Il y a aucun monde où ça peut être repris. C'est la pipeline idéologique classique de ce genre de pensée, en fait. Quand tu te mets à dire, voilà, la technique, c'est vraiment le méchant et tout, et il faut revenir à la nature et à des médecines autonomes, je sais pas quoi, là, je vous renvoie à la première vidéo. Mais du coup, un enfant qui naît avec une mucoviscidose, je reprends cet exemple, hein. Mais en fait, l'enfant qui naît avec une mucoviscidose, si on n'a pas d'hormones, si on n'a pas d'enzymes pancréatiques fabriquées par une industrie à lui donner, mais en fait, il va mourir. Il va mourir. Et la réalité de ce type de pensée, c'est de se dire, mais en fait, peut-être qu'il y a effectivement des vies qui ne valent pas la peine. Dans notre monde idéal, il y a tout un tas de vies qui n'ont pas lieu d'être. L'enfant qui a attrapé sa pneumopathie à 18 mois, eh ben, il va en mourir. C'est l'ordre naturel des choses. Pour Pierre Madelin, auteur de Tentations écofascistes, on peut alors parler de confusionnisme, une rhétorique qui, sans que telle soit nécessairement l'intention des groupes qui la portent, crée une porosité et des évidences partagées. Déjà, les définitions faites par Lundi Matin, moi déjà, bon. Lundi Matin, je vous invite à voir un petit peu ce qu'ils ont publié sur la Palestine après le 7 octobre. C'est toujours très intéressant à voir. Voilà. Et donc non, le confusionnisme, c'est créer de la confusion. Donc il y a toujours une intentionnalité de créer de la confusion. Là. Et ils confondent la définition de confusion et de confusionnisme. Être confus, effectivement, c'est pas intentionnel. Personne n'a envie d'être confus. Personne se dit là c'est trop clair si je me confusionnais la tête. Voilà. Ça c'est vraiment la problématique de la confusion. Là quand ils disent créer une rhétorique sans nécessairement l'intention des groupes qui la portent, non, les confusionnistes savent ce qu'ils font. C'est une idéologie politique, de dire ni droite ni gauche, on est au-dessus de ça, etc. Vraiment, la sortir de l'intentionnalité, là pour le coup, Lundi Matin, c'est ou confus ou confusionniste de votre part. Hein. Voici par exemple le compte Facebook de Manio. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un membre d'ATR très actif en ligne. Et ce, depuis octobre 2022, c'est-à-dire depuis les débuts d'ATR.
quelques semaines avant, le 27 août 2022, il publie ce texte dont on vous lit quelques extraits. Donc là, on va enfin écouter des gens d'ATR nous parler un petit peu de leur projet de société, de leur vision, de leurs congénères humains. Donc voilà, trigger warning, tout ce que vous voulez. Là, on va être sur des niveaux de transphobie, les gars, assez élevés. Donc voilà, je vous préviens. Toute cette propagande, du planning familial ou autre, n'a qu'un but, déconstruire la notion de sexe. S'il n'y a plus de femelles et de mâles, alors on atomise encore plus l'individu. Le transactivisme est un outil antiféministe qui vise à invisibiliser les femmes tout en prétendant lutter pour leurs droits. C'est carrément un cheval de Troie du technocapitalisme et des seigneurs de la civilisation industrielle. Je te laisse le truc sur l'antiféminisme et tout, mais le niveau de complotisme... On va revenir sur l'antiféminisme après, là, parce qu'il parle un peu d'industrie pharmaceutique derrière, et là, on va développer un petit peu là-dessus. Mais là, tu vois, je pense quand il dit cette propagande du planning familial, je pense qu'il fait référence à cette affiche qui a fait péter les plombs à tous les droitards du monde, y compris les droitards d'ATR, visiblement, où c'était une affiche avec un homme trans enceint. Voilà. Donc, et ça, et avec le planning familial accueille tout le monde. Je suppose que c'est de cette affiche dont il parle, vu que derrière il parle de transactivisme, etc. Et vraiment, moi je ne comprends pas en fait. Où est le problème ? Il y a des mecs trans qui ont encore leur utérus et qui parfois portent des enfants. C'est assez rare, mais ça arrive. Le planning familial dit « Nous allons vous accueillir et suivre votre grossesse de manière respectueuse ». Quel est le putain de problème ? Toi, t'es un type qui vient nous parler des droits des femmes et tout, dans une organisation qui prône le retour à la médecine autonome et je sais pas quoi, c'est-à-dire plus d'accès à la contraception, plus de médicalisation des accouchements, nos gosses 1 sur 2 qui claquent et tout, et tu viens nous parler des droits des femmes. Mais il faut vraiment aller se faire foutre. Hein. Et surtout que moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en plus, tu te dis... T'as toute une critique, en plus du planning familial en règle générale, tu vois, donc vraiment, pour le coup, vraiment l'attaque des droits des femmes. Quand tu commences à attaquer le planning familial, c'est pas... T'as été repris par hasard, potentiellement, de manière inintentionnelle, comme dit lundi matin. Non, t'as construit un débouché. Il n'y a aucun débouché politique qui part des prémices d'ATR, qui puisse être progressiste et qui puisse être féministe. C'est tout. C'est exactement comme par exemple, tu sais, on parle du turf, tu vois. Quand on a vu arriver le matérialisme vulgaire de Stern, en mode c'est la nature, la biologie qui nous dicte de manière préconsciente ce que c'est un homme et une femme et nous on a juste à contempler et à suivre, vous savez que vous allez tomber dans le turfisme et vous savez que vous allez tomber ensuite dans la tradition, dans la nature et qu'à la fin tu feras copain-copine avec Rochdi. On oublie ou on nous cache délibérément ces réalités en ne montrant que les personnes qui disent le vivre bien. Non mais ça c'est tellement faux, je suis désolée, je sais pas quoi, militant d'ATR. C'est l'agenda politique de toute l'extrême droite actuellement. Genre vraiment, de mettre en exergue les quelques personnes qui regrettent leur transition de genre, qui retransitionnent, etc. Alors déjà, il y a des personnes qui retransitionnent et qui vivent très bien le fait de retransitionner. Enfin bon, voilà. C'est littéralement l'agenda politique de Frontières, l'agenda politique de Valeurs Actuelles, l'agenda politique de CNews, etc. C'est monté en épingle, alors qu'en fait, en termes de nombre total des gens qui transitionnent, ça ne représente qu'une toute petite partie. Vraiment, mais se dire on nous cache, etc. Mais va à ta place, c'est-à-dire lire des médias d'extrême droite. Tu auras tout ce que tu cherches, hein. Je pense qu'il en lit déjà beaucoup, vu ce qu'il écrit. Lorsqu'on cherche un peu, on remarque rapidement que toute cette mouvance et ces réseaux d'influence sont sponsorisés par de très riches personnes ou des structures philanthropiques plus... Mais Il y a tout. Et là, c'est un bingo. les camarades de l'OST, l'organisation Solidarité Trans, si vous regardez ça, comment ça se passe, hein ? Alors, on Avec ruisselle Soros. de la thune de gens très, 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 très riches, hein, c'est ça ? Tu sais, c'est des meufs, elles sont là, elles font de l'autosupport, elles galèrent avec des camarades à elles qui sont en précarité de zinzin et tout, pour pouvoir trouver des solutions, pour trouver un logement, pour avoir accès à un emploi, pour pouvoir avoir accès à des soins, etc. C'est un enfer. Elles font des levées de fonds quand elles chopent 50 000 balles pour faire tenir toutes leurs gars qui concernent plein de gens sur un an, elles sont trop contentes et tout. Et l'autre débile, là, vient dire ouais, ça ruisselle de thunes, etc. Mais sérieux, enfin... C'est une folie que Fracas, ils prennent des précautions en disant peut-être qu'en fait, non, c'est une potentialité. Là, je veux dire, là, on a un gars militant du truc. Je veux dire, s'il s'est pas fait virer pour avoir écrit ça, c'est que l'organisation est d'extrême droite. Je suis désolé, il n'y a personne, nous, qui écrit un truc comme ça en disant « Je suis militant à la brèche, tout ce qu'ils disent sur le communisme, pour moi, c'est cohérent avec ça. » Bah, bon courage, mon gars, parce que, à mon avis... Ça va pas bien se passer pour toi, hein.
S'il est utile de le préciser, je n'ai aucun problème avec les personnes trans ou Et autres. voilà. Alors, Oh, ben, je suis pas Rassi. transphobe, mais... Ah, ben oui, j'ai juste envie que vous arrêtiez d'exister, mais sinon, j'ai aucun problème. Ben oui, bien sûr. C'est comme, moi, j'ai rien contre le droit des femmes, je veux juste qu'elles n'y aient pas accès. Mais sinon, j'ai rien contre le droit des femmes, hein. Ah, ben oui. j'ai rien contre les ouvriers, mais moi je pense qu'on devrait moins les payer. Voilà, mais, tu sais, mais vraiment, c'est C'est là. pragmatique. Vous voyez, ça, c'est. On voit tout de suite la bêtise, les gens qui opposent le droit ou hiérarchisent. Mettre d'abord les conditions matérielles avant les droits ou les droits avant les conditions matérielles. Quand tu sépares les deux, de manière idéaliste ou matérialiste vulgaire, quand tu sépares les deux, t'as des gens qui peuvent se permettre d'avoir des abstractions en disant moi je vais faire en sorte que toutes les conditions de vie des personnes trans ou des femmes soient de la merde, mais j'ai rien contre elles. Et là vraiment je te dis ouais, ça, c'est pas bien ce qu'a fait Fracas d'avoir pris des précautions en disant ils sont pas directement, non, si, quand vous vous attaquez aux conditions matérielles de l'émancipation, d'une vie bonne, d'une vie libre des individus, vous êtes directement en train d'attaquer leurs droits, pas sur le plan légal, sur le plan matériel. Je n'ai de problème avec personne, sauf avec les zélotes décérébrés de cette idéologie de merde. Magno, cis blanc, mégenreur assumé, transphobe réac. Ah ouais. ATR. Ouais, alors ça est Tellement vraiment... extrême droite. Les mecs blancs valides d'extrême droite, là, qui sont les plus privilégiés dans cette société, position sociale qui leur permet de passer du temps sur Facebook à raconter leurs petites conneries, là, et qui derrière viennent se draper, genre, oui, je suis un homme cis blanc, et alors, on n'a plus le droit à la parole, c'est ça? Mais va te faire foutre, en fait, ah putain. Là, on voit pourquoi le sujet féminin est aujourd'hui, dans nos sociétés avancées, un sujet révolutionnaire. Et pareil, les gens trans sont un sujet révolutionnaire. Ils font en sorte de faire avancer les possibilités de l'humanité de s'extirper de conditions naturelles. Ils luttent profondément. Et le travail, ça veut dire ça, hein, ça veut dire la transformation d'un état des choses, etc. Ils luttent pour que les limites soient dépassées, repoussées, contre justement un état naturel, contre un ordre dominant, etc. Et c'est pour ça que les femmes ou les gens trans sont attaqués, parce que ce sont eux qui repoussent les limites en termes de droits, en termes de possibilités matérielles, qui font que le monde change. Cette transformation est assurée par ces sujets-là, et c'est ça que les gens détestent, parce que effectivement, si on revient à l'état d'un monde pré-industriel, pour le petit blanc Magno, propriétaire de sa petite maison et de son petit jardin, la question de vie ou de mort en couche ne se posera jamais. Il n'y a pas de question fondamentale ramenée à l'état des choses qu'on veut nous imposer, qu'on veut nous rendre impossible à transformer, c'est-à-dire la dissymétrie corporelle de l'humanité. Cette soumission à ça est toujours dans l'intérêt des hommes. Ce ne sont pas eux qui doivent subir ça. Et la libération vient justement de ce sujet révolutionnaire qui va faire en sorte de sortir de cette obligation de subir, quoi. Voilà. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, mais c'est une transformation matérielle. Un sujet révolutionnaire, juste pour terminer, transforme le monde matériellement. Et là, c'est l'occasion, tu vois, de parler de féminisme, là, un peu, parce que Magno n'est pas notre allié. Ici, on est marxiste et on est matérialiste. On est conscient que, effectivement, les avancées des droits des femmes qu'on a connues ce dernier siècle, on pourrait remonter un petit peu plus tôt, mais particulièrement ce dernier siècle, elles sont extrêmement liées à des conditions concrètes, des avancées technologiques qui nous ont permis de nous extraire d'un certain nombre de choses. Si le patriarcat, si la domination des hommes sur les femmes est un mode d'organisation de société qui a été extrêmement majoritaire dans plein de parties du monde, c'est aussi lié aux différences biologiques concrètes qui peuvent exister entre des femmes et des hommes. Et notamment particulièrement le fait que les femmes, une partie des femmes, parce qu'en réalité il y a des femmes qui sont stériles, ça a toujours été le cas, etc. Mais une grande partie des femmes peuvent porter des enfants, peuvent avoir des grossesses, accoucher, allaiter. Et une grande partie des différences qui se sont faites d'organisation sociale reposent aussi là-dessus. Parce que ça devient une chose qui peut nous vulnérabiliser. Ben oui, hein, alors la grossesse n'est pas une maladie, mais quand vous êtes enceinte de 8 mois et demi, c'est quand même un petit peu plus compliqué de faire des trucs que quand vous n'êtes pas enceinte. Ça, c'est une réalité. Le rapport aux accouchements, à l'allaitement, etc. nous rend très collés à nos bébés, très indispensables à la présence des bébés aussi les premiers mois. Tout ça, la technique a permis des avancées là-dedans, vraiment, et des avancées qui sont absolument majeures, notamment le fait de pouvoir contrôler les naissances. Quand vous êtes en cloque tous les 18 mois de vos 16 à vos 40 ans, c'est extrêmement compliqué
de pouvoir s'émanciper, choisir la vie professionnelle qu'on a envie de vivre, avoir une vie qui existe aussi en dehors du foyer et des enfants, etc. Le fait de pouvoir contrôler les naissances, les choisir, les espacer, ne pas en avoir si on n'en veut pas, a été une avancée majeure pour nous, les femmes, qui permet aujourd'hui les conditions matérielles concrètes des luttes féministes actuelles, etc. Ça, c'est une réalité. Mais de cette vision-là, vous en avez une vision un peu pourrie. Vera Nikolsky, par exemple, c'est une femme qui vient expliquer que les féministes, elles se battent pour les droits des femmes, alors qu'en fait, elles devraient se battre pour le maintien du capitalisme. Parce que c'est le capitalisme qui a permis les avancées technologiques qui, aujourd'hui, leur permettent de ne plus avoir un enfant sur deux qui claque, de crever en couche, de pouvoir contrôler les naissances, etc. Et donc, en fait, il faut avant tout qu'on se batte pour la technique. Et en fait, c'est les deux faces d'une même pièce, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, dans les deux cas, ce sont des gens qui réifient la technique, tu vois, qui considèrent les avancées technologiques, l'outil technologique et tout comme un truc en soi, qui est forcément capitaliste, tu vois, par exemple. Alors que, bon, il me semble que en URSS, si vous connaissez un petit peu l'histoire de l'URSS, mais l'URSS a été parmi les tout premiers pays du monde à donner l'accès à l'IVG, par exemple. Et il y a eu tout un tas de travaux très importants. Alexandra Kollontai, qui est très connue là-dedans, mais en fait, il y a beaucoup d'autres, notamment médecins soviétiques, qui ont réfléchi à la santé des femmes, simplifier les naissances, au contrôle des naissances, rendre plus sécuritaires les accouchements, etc. Donc, ce n'est pas forcément capitaliste de faire ça. Une technique qui est une technique par le peuple, pour le peuple, est une technique qui peut être une technique profondément féministe. Et comme tu l'as dit juste avant, ce que loupe Vera Nikolsky, c'est que c'est pas parce qu'il existe des usines qui permettent de fabriquer des pilules contraceptives que nous avons une garantie d'accès à la pilule contraceptive. Ce n'est pas parce qu'on sait techniquement comment on peut faire des IVG par aspiration sur des grossesses de 3 mois qu'on a concrètement accès à ces IVG, parce que s'il y a des assurances maladie privées qui ne vous remboursent pas, si vous n'avez pas les moyens de vous déplacer auprès du centre d'IVG, si vous n'avez pas suffisamment de centres d'IVG, si les professionnels ne sont pas formés, etc., etc. Et donc ça, c'est des choix politiques qui doivent être faits. Et donc, c'est de la lutte politique. Et ça, c'est ce que loupe complètement Vera Nikolsky dans son bouquin. Une fois qu'on a dit ça, là, moi, tu vois, ce qui me fume, c'est très précis que tu dises que c'est vraiment une position d'homme de dire ça. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a aucune femme dans Antitech Résistance. Vous trouverez toujours des meufs qui sont prêtes à aller lutter dans des orgas profondément antiféministes. Ça ne veut rien dire. C'est pas parce que une fois de temps en temps, il y a un individu qui fait des trucs contre l'intérêt de son groupe social que ça invalide le fait que ça sert tel ou tel groupe social. Il faut vraiment être un homme jeune et valide pour tenir ce genre de discours. Alors jeune, pas forcément, parce que les hommes plus âgés aussi, mais comprenez bien à quel point c'est confortable la position dans laquelle vous êtes. Vous n'êtes pas face à la nécessité de médicaliser leur corps, comme peuvent l'être les personnes trans qui choisissent une transition médicale, par exemple. Ça demande le fait de pouvoir avoir accès à des soins, le fait de pouvoir avoir accès à des produits, le fait de connaître son corps, de monter en savoir sur son corps, de le maîtriser. Et d'ailleurs, il y a tout un travail extrêmement intéressant qui est fait sur le savoir médical par les personnes trans elles-mêmes, qui viennent repenser justement cette hiérarchie entre le sachant médecin et le patient qui doit dire oui, etc. Vraiment une appropriation des savoirs. Et ce type d'appropriation, et comme tu l'as dit, Chris, ce sont des avancées sociales qui vont permettre de profiter à tout le monde, et notamment aux femmes cis. Parce que quand vous pensez une déhiérarchisation du pouvoir en santé, vous pensez en partie notre émancipation. Il y a de multiples exemples dans la médecine du fait que la médecine a été pas seulement pas au service des femmes, mais le bras armé de leur domination, mais parallèlement, bah oui, c'est ça la dialectique, il y a eu aussi des avancées techniques de dingo. Il faut vraiment vous remettre un petit peu dans le cadre de ce que c'est qu'un accouchement. Je sais que, tu vois, c'est des sujets qui sont très absents à gauche, on l'a dit plusieurs fois ici. Moi, je tiens à ce qu'on parle de parentalité, d'accouchement, de grossesse. Ce sont des sujets profondément politiques dont la gauche s'empare très peu. On s'en empare beaucoup pour parler du droit à ne pas avoir d'enfants, et c'est un droit absolument majeur, la contraception, les IVG et tout, mais on parle pas du tout assez, à mon sens, du droit de pouvoir avoir des enfants et de les avoir dans des conditions qui soient acceptables pour ces enfants et puis pour les personnes qui les élèvent et particulièrement pour les personnes qui les portent. Dans la capsule précédente, on a parlé de discours de gens qui ont le ventre plein et j'insiste vraiment sur cette question-là. Pensez par exemple que l'accouchement naturel, avec 200 guillemets autour, c'est super, mais c'est vraiment ne pas connaître ce que c'est que l'histoire de l'obstétrique en fait. En obstétrique, je veux dire, dans le temps, il y avait près d'une femme sur 20 qui mourait en couche. Les hémorragies à l'accouchement sont des choses extrêmement fréquentes. L'espèce humaine a un accouchement extrêmement difficile. C'est lié à plein de choses, notamment de l'évolution de notre espèce, qui est qu'on est devenu bipède, avec un bassin qui s'est rétréci, mais on est aussi un primate avec un très très gros crâne.
Et donc, pour que ça passe à l'accouchement, c'est un peu chaud. Et on a un des accouchements les plus compliqués de tout le règne des mammifères. Souvent, d'ailleurs, et depuis très longtemps, les femmes n'accouchent pas seules parce que c'est très difficile, en fait. En plus, si tu veux, il y a une forme de pudeur des meufs sur les accouchements où ça se fait pas, en fait, de parler des accouchements. Ça se fait pas de raconter, notamment quand ça se passe pas bien. Vous allez croiser votre pote qui va vous dire « Ouais, ça a été un peu difficile », mais qui va pas trop rentrer dans les détails. Parfois, entre femmes, en petit comité, c'est plus simple d'en parler. C'est toujours très questionnant qu'il y ait autant de tabous sur le fait de parler de ça. Mais l'obstétrique, c'est la médecine qui s'occupe de la grossesse et de l'accouchement, est une spécialité dans laquelle on peut vivre énormément de violence, soit de la violence induite par les équipes, mais aussi de la violence par le fait même de devoir faire passer un putain d'être humain à travers ton vagin. C'est compliqué, en fait. Voilà. Et moi, pour vous donner mon exemple perso, avec la vision d'Antitech Résistance, c'est simple. Moi, j'ai 2 enfants. Ma première fille serait morte à l'accouchement. Parce que ça, c'est une réalité aussi, le nombre d'enfants. Je vous rappelle ce chiffre que je vais vous marteler. Au XVIIIe siècle, un enfant sur 2 n'atteint pas l'âge adulte. Et la mortalité périnatale, elle est absolument majeure quand on n'a pas d'accompagnement médical autour. Mais vraiment, quoi, je pense que les gens ne se représentent pas ce que c'est que le danger que c'est d'accoucher pour l'espèce humaine. C'est un moment dangereux. Alors, heureusement, la majorité du temps, ça se passe bien, mais dans une minorité qui est pas du tout, on parle pas de 0,01% là, on parle de 15 à 20% des accouchements qui peuvent partir en couille. Moi, ma fille aînée serait morte dans mon bide au moment de l'accouchement et je serais morte à mon 2e accouchement. Je sais pas si vous vous représentez ce que c'est qu'accoucher et de perdre 2 litres de sang en 8 minutes. Mais là, je suis désolée, Antitech Résistance, mais t'es content en fait d'être dans un bloc opératoire, d'avoir l'établissement français du sang qui a stocké des poches de sang au bon groupe sanguin pour que tu puisses être transfusé en urgence, d'avoir un obstétricien qui est formé pour te prendre en urgence et pour te retirer ton placenta qui est en train de saigner la rage parce que ça te permet de ne pas crever en fait. Enfin, c'est une dinguerie, tu vois, d'être comme ça. Je suis désolée, on ne leur met pas assez dans la gueule ce que c'est que la réalité du monde qui nous propose à ces gens-là. Vous nous proposez un monde où nous allons massivement mourir et voir crever nos gosses. Je suis désolée, mais moi, militante politique, jamais je n'accepterai que des gens comme vous aient la moindre place que ce soit dans quelque mouvement que ce soit, particulièrement sur la gauche. C'est inacceptable. Je suis désolée, mais nous toutes, les femmes, nous refusons que nos mères, nos sœurs, nos amis, nos filles meurent à cause de vos conneries. C'est hors de question. Nous avons la possibilité de faire autrement. C'est absolument majeur que nous ayons accès au fait de pouvoir faire autrement. Nous avons les capacités techniques. Nous avons besoin de nous emparer de ces techniques. Il y a une vraie dialectique, comme je vous l'ai dit. C'est-à-dire que le savoir gynéco-obstétrical détenu par des gynécos bourgeois, etc., c'est l'enfer. Mais ça reste moins l'enfer que ce que nous propose Antitech Résistance. Et la voie progressiste, c'est une voie où on récupère l'outil et on l'utilise au service du peuple, quoi. Et au service de tout le monde, et particulièrement de toutes les femmes ou des hommes trans qui vont se retrouver dans une situation d'accoucher. Désolée, c'était long, mais ça me fait péter un câble, en fait. Mais non, mais t'as raison. Alors déjà, c'est intéressant parce que t'as parlé de l'accouchement naturel, qui en plus, je fais mon fil fétichiste là de marxiste, qui est en plus une idée totalement réifiée. Quand ta grossesse a été suivie par une sage-femme qui a suivi tout le cursus, l'éducation médicale, justement de tous ces progrès-là, qui a toutes les techniques issues de ce monde-là, que tu accouches chez toi, où il y a du chauffage, de l'eau chaude et potentiellement un téléphone qui t'envoie une ambulance si ça se passe mal, tu ne vis pas sous l'époque naturelle des Gaulois. Ce qui est fondamental, c'est vraiment la transformation du monde, créer des conditions sociales, créer des conditions historiques pour que ce que tu as bien rappelé, quelque chose qui est une condition préconsciente, avant la conscience humaine, avant la société, cette dissymétrie fondamentale biologique. Il y en a plein d'autres des dissymétries. Il y a eu des arbitraires, enfin des choses qui ont été construites là-dessus. Mais pourquoi celle-là a été si prégnante dans toutes les sociétés ? Il y a une dissymétrie, je sais pas, des cheveux, des yeux, des tailles dans l'humanité. On n'a pas fondé des ordres sociaux là-dessus. Allez lire par exemple le dernier Bernard Lahire là-dessus qui est très intéressant. Il y a une dissymétrie fondamentale justement dans la reproduction. Une certaine partie de l'humanité porte les enfants, une autre partie ne la porte pas. Et donc c'est tellement puissant quand il n'y a pas de société, quand il n'y a pas d'histoire pour le contrecarrer, pour la survie de l'espèce, qu'on s'organise autour de ça. Et c'est ça que les droitards, l'extrême droite détestent, c'est que justement, et ce que tu as dit tout à l'heure était intéressant, tu as dit c'est des avancées. Mais en fait, justement, c'est aussi des reculs.
Parce qu'en fait, ces avancées sociales et ces avancées en termes de droits des sujets révolutionnaires sont des reculs de la nature et de son pouvoir sur l'humanité. Et c'est pour ça que c'est une bataille et qu'on se battra toujours contre la fétichisation, le mot nature, sa valorisation, parce que la lutte profonde, c'est justement de lutter contre dans les termes et dans les actes. Et faire reculer le poids de la nature, c'est ça l'émancipation, c'est ça la liberté individuelle. Et je finis sur les sujets collectifs. Effectivement, les sujets collectifs ne sont pas automatiquement possesseurs de droits. La dialectique, la transformation du monde par certains sujets fait apparaître d'autres sujets. Ils font apparaître des sujets potentiels. Et les sujets, par contre, eux doivent s'organiser, doivent faire en sorte d'obtenir eux-mêmes leur place dans la société. Il y a eu plein de sujets qui sont nés des conditions concrètes et qui ne sont jamais devenus des sujets politiques, jamais n'ont transformé le monde. Les femmes ont à un moment été permises par la société moderne, individualiste, où on a pensé l'abstraction, où on a pensé une certaine forme d'abondance, où on a pensé un certain recul de la nature. Leurs droits, par contre, n'ont été donnés à personne. Elles les ont conquises à partir d'une possibilité où elles sont apparues. Voilà, c'est comme si vous disiez, justement, parce que vous êtes né, alors votre vie est déjà toute tracée. Eh ben non, un sujet collectif, c'est la même chose. Il naît dans certaines conditions matérielles, il s'impose sur l'histoire de manière non déterminée en fonction de ses luttes. Et désolé les copains, mais à chaque fois que vous allez voir des écolos, anti-tech, machin, et que vous regardez, particulièrement quand il y a des enfants, la manière dont s'organise la vie, c'est red flag de fou. Hein. Moi, sans rentrer dans les détails, j'ai un peu fréquenté de loin des milieux écolos un peu radicaux. Alors, anti-tech résistance n'existait pas, c'était il y a très longtemps, j'étais très jeune. Moi, j'ai vraiment des souvenirs de voir des meufs, tu vois, donc voilà, donc tu trouves que la technologie, c'est pas bien, et le retour à la nature, etc. Donc, en fait, assez vite, tu te mets à vivre assez reclus, ou en tout cas dans une petite communauté qui a cette manière-là de fonctionner. Tu es obligé de te sortir un peu de la société pour pouvoir vivre comme ça, tu vois. Et t'arrives, et je suis désolée, mais putain, mais en termes de niveau de patriarcat, là, on est sur des trucs, mais c'est zinzin, quoi. C'est-à-dire que t'arrives, t'as un couple hétérosexuel, la meuf, elle a 3 gosses, 7, 4, 1 an, les 2 derniers sont encore allaités, donc elle a un môme sur chaque nichon, tu vois, bah oui, parce que le lait maternel, c'est très bien, le lait maternisé, industriel et tout, c'est très mal, c'est la technologie, c'est horrible, et tous les enfants vont mourir s'ils en boivent. Alors, moi, je suis parfaitement pour l'allaitement, j'ai moi-même allaité mes enfants, enfin, je trouve que fixer le débat en pour ou contre est complètement teubé. Permettons aux meufs qui ont envie d'allaiter leurs enfants de le faire et de le faire dans de bonnes conditions. Peut-être, par exemple, en nous laissant pas retourner au turbin au bout de 2 mois après avoir accouché et avec aucun endroit où on puisse tirer notre lait ou impossibilité de s'éloigner pour pouvoir aller allaiter nos enfants, etc. Enfin, même nous laisser plus de temps après avoir accouché, évidemment. Mais ne cassons pas les couilles aux meufs qui n'ont pas envie d'allaiter pour 1000 raisons qu'elles n'ont pas besoin de nous expliquer. Parenthèse fermée sur l'allaitement. Donc elles, forcément, il n'y a pas de lait maternisé, donc il faut qu'elles allaitent le plus tard possible. Et puis, il faut respecter le rythme naturel de l'enfant, je sais pas quoi et tout. Donc, il faut attendre que le gosse décide de se sevrer tout seul. Alors, spoiler, il y en a jusqu'à 6-7 ans, ils sont accrochés à tes seins. Hein. Bon, chacun fait comme il veut, mais moi, perso, ça m'aurait saoulé, en fait. Et donc, elle est là, et puis, il faut pas aller à l'école non plus. Ah ben oui, l'école, c'est méchant. L'école, c'est pas bien, c'est la perversion. En plus, il faut vacciner ces mômes pour les scolariser à l'école publique. Et les vaccins, c'est méchant, c'est de la technologie. Donc, du coup, bah oui, parce que c'est bien connu, nos ancêtres, aucun gosse ne crevait de la polio ou de la rougeole, hein, c'est évidemment. C'est pas du tout que tous les gosses crevaient et qu'on se raconte des espèces de Robinsonades complètement débiles en disant oui, non, mais en fait, s'ils mangent des légumes, ils vont jamais tomber malades. C'est faux, hein. Donc, tu te retrouves dans cette situation, et en fait, tu captes qu'en fait, la meuf, donc, c'est elle qui doit faire l'école à la maison. C'est elle qui doit allaiter les enfants. C'est elle aussi qui doit laver le linge à la main parce que l'autre connard, là, comme il est contre la technologie, il a passé 3 mois à essayer de fabriquer une espèce de machine à laver reliée à un vélo qui ne marche pas parce qu'il n'a pas envie d'aller chez putain de boulanger pour acheter une machine à laver. Ça lui a par contre fait une excellente excuse pour pendant 3 mois ne rien gérer de la baraque, le linge, la bouffe, le machin, les gosses et tout parce que tu comprends, il était très 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 occupé à fabriquer un outil démocratique et je sais pas quoi. Et au final, ça marche pas. Donc l'autre, en plus de se taper 2 fois plus de travail domestique, 3 fois plus de travail scolaire, enfin, ou 10 fois plus, vu que tu peux pas scolariser tes gosses. En plus, ça doit se taper le linge à la main, la vaisselle à la main, aller chercher la flotte, etc. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'une grosse partie de la technique, ça a aussi été un moyen de décharger les meufs du travail domestique. Et là, c'est vraiment ces modes-là. Mais quand tu vois en plus l'organisation, comment les prises de parole en collectif se font avec les mecs qui sont là et qui palabrent et qui ont des grandes idées sur la putain de machine à laver reliée au vélo qui ne marche pas là, avec les meufs qui sont là à se faire chier, à passer 4 heures par jour à laver du linge. Mais sérieusement, mais c'est quoi ce délire en fait? Donc bon, alors moi je veux bien croire que chez Anti-Tech Résistance, ça doit pas du tout se passer comme ça. Mais putain, c'est vraiment l'expression de la domination patriarcale dans toute son essence. Et je parle même pas du niveau de validisme qu'il faut pour penser que tu peux vivre une vie heureuse sans industrie pharmaceutique. Oui, mais ça, c'est vraiment... désolé, mais je pense que vous n'avez aucune idée, vous, les gens qui dites ça, de ce que c'est que de vivre, par exemple, avec une maladie auto-immune articulaire.
où vous avez des poussées de zinzin, où vous vous levez le matin et vous êtes littéralement coincé et extrêmement douloureux de toutes les articulations de votre corps, et où il y a littéralement des médicaments qui changent votre vie. C'est-à-dire que vous passez de « je ne peux pas vivre » à « je peux vivre ». Enfin, quelle dinguerie. Hein. Et tu vois, même chose que pour la naturopathie, moi je comprends pourquoi il y a des meufs qui veulent accoucher à la maison. Tu vois, vraiment je comprends. Oui, Notamment bien sûr. quand tu vois le niveau de violence obstétricale que tu peux prendre parfois, etc. C'est aussi des manières de se réapproprier son propre corps, sa propre santé, la naissance de son enfant, etc. Et mais la réalité, c'est qu'il y a des conditions pour que les accouchements à la maison puissent bien se passer. Par exemple, une grossesse qui a des complications, etc., vaut mieux accoucher en milieu hospitalier. Il faut être pas trop loin de l'hôpital. Il faut quand même... Alors, je dis il faut. En fait, dans l'absolu, si vous décidez d'accoucher toute seule chez vous, sans personne autour, personne va vous mettre en prison. Mais en fait, vous prenez des risques pour vous-même et pour votre enfant, qui sont des risques monstrueux. Et moi, à titre personnel, j'arrive pas à ne pas avoir de vision de la vie humaine comme sacrée, au point où, quand un petit enfant va naître, quand une femme va mettre au monde un enfant, nous devons de mettre tout en œuvre pour que ça se passe le mieux possible pour tout le monde, quoi. Bah ça, c'est une vision pour le coup humaniste qui traverse les civilisations et les âges, justement, de faire en sorte que préserver les enfants à naître, quoi. Enfin, c'est fondamental. Et donc, c'est là où on voit à quel point ils sont anti-humanistes. On pourra rétorquer que ce n'est qu'un cas isolé, une brebis galeuse comme il y en a dans toutes les organisations. Et qui sait, c'est peut-être le cas. Mais ce que ça montre, c'est qu'ATR porte un discours confus qui laisse la place à la transphobie. En préparant l'enquête, on a voulu vous donner un autre exemple de position confusionniste, la volonté d'ATR d'abolir la recherche scientifique. Ah oui. On est aussi choqués que fracas. C'est... allez voir la super vidéo du camarade et ami Padu sur la science. Hein. Vous allez voir qu'en fait, c'est la même chose. Hein. On arrive à une période de crise. Une certaine bourgeoisie veut garder la science que dans ses intérêts. Eux veulent carrément abolir la science parce qu'ils sont tombés dans une vision totalement délirante de la crise, mystifiée. Mais c'est significatif, ouais. Carrément, ils vont pas de main morte. Oui, je sais, ça peut faire peur car la science est toujours la première institution qui est attaquée lorsqu'il y a un régime fasciste ou autoritaire qui se met en place. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des critiques intéressantes à faire sur la recherche scientifique. Ça veut dire quoi, critique sur la recherche scientifique? Enfin, en fait, est-ce qu'il existe un monde dans lequel faire de la recherche scientifique, c'est pas bien? Si toutes les critiques que tu peux faire à la recherche scientifique sont les conditions dans lesquelles on doit la faire, ce n'est pas une critique contre la recherche scientifique. C'est une critique sur le mode de production, etc. S'il y a dans ta tête un monde où faire de la recherche en soi est un problème, enfin, désolé, mais on n'est pas dans le même camp, en fait. Puis ça n'a jamais existé. L'histoire même de l'humanité, c'est des gens qui font des avancées, qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent pas, et d'autres humains la critiquent et disent oh là là, l'invention de la roue, ça va tout déstabiliser, tu vois. Je veux dire, c'est vraiment des abstractions, des gens qui se posent des problèmes qui n'existent pas, parce que ce ne sont pas des problèmes, c'est la dynamique même de l'humanité, d'avoir des avancées, des critiques, et qui passent à côté du problème fondamental, qu'aujourd'hui, la problématique, c'est qu'on a un état des forces productives dans le monde en 2025 qui ne donne pas toute sa potentialité pour sauver des enfants, pour pouvoir être libre, pour pouvoir avoir une vie bonne, parce qu'en fait, elles sont mal organisées, elles sont organisées par le capitalisme. La logique de marché et de privatisation de la connaissance, les biais sexistes ou racistes, le caractère élitiste de l'institution, la reproduction sociale, le mythe de l'objectivité pure. Là, vraiment, tu décris tout ce que tu as dit déjà sur la médecine, en fait, parce que Oui, enfin, c'est la même institution. Ce n'est pas une critique de la recherche scientifique, je suis désolée. C'est une critique du mode de production et des rapports sociaux qui se jouent dans la recherche. Mais tu peux pas mettre sur le même plan cette critique-là et la position d'ATR qui est de dire la technologie est un problème en soi. Ce n'est pas la même nature de critique. Donc tu peux pas faire un continuum parce qu'en fait c'est une manière de les sauver alors qu'ils ne méritent pas d'être sauvés. Je suis désolée. Enfin, quand on est dans une dimension progressiste et tout. C'est une manière de dire en fait ils posent des questions intéressantes mais ils les posent pas de la bonne manière. Non, ce n'est pas la même question. Interroger les logiques de marché, le biais sexiste, la caractérisation élitiste, etc. Tout ça là, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même nature de questionnement que de dire la technologie c'est de la merde, la recherche scientifique c'est de la merde. Ce n'est pas pareil. Mais c'est intéressant parce que tu vois, là, on a vraiment la logique de la réaction, de la destruction de la raison dont parlait Lukács. Comme on disait tout à l'heure, sur la première crise du capitalisme, là, qui a donné la révolution de 17 et tout, il y a des travaux de Lucien Goldman. J'ai parlé de Lucien Goldman, mais justement sur Lukács et Heidegger, c'est très intéressant. Ils voient justement la crise fondamentale qui se prépare dans les années 10, 20 du mode de production. Et les deux vont
commencer à remettre en question effectivement cette logique, ce que nous aussi on fait, c'est de la neutralité, l'objectivité, ce qu'on appelle le positivisme. Tu vois, cette vision de dire il y a un ordre réel et donc il faut se soumettre à cet ordre réel. Ce qui se dessine là. Ce que montre bien Goleman, c'est que Lukács et Heidegger, qui finira dans le nazisme, et pas par hasard, être étant son grande œuvre en 1927 est déjà une œuvre réactionnaire, essaye de répondre à ça, en disant l'objectivité ça n'existe pas. Voilà. Ça veut dire on ne peut plus confier les rênes à une classe qui sait tout et donc parce qu'elle sait doit transformer, tu vois, doit gérer la société. Elle ne peut plus, elle est en crise, etc. Et cette réaction-là, elle ira dans le nazisme. Et donc on voit ça, cette critique de l'objectivité écofasciste là, voilà, ira dans le nazisme, ira dans le pire. Et je vous le dis, enfin, on l'a vu précédemment, cette critique de l'objectivité peut donner des débouchés fascistes. C'est typiquement Heidegger, c'est typiquement ce que font ces gens-là, en disant il faut abattre des gens, etc. On est dans une subjectivité, une irrationalité. Et de l'autre côté, Lukács, le même problème, qui pensera l'identité sujet-objet, ira vers le communisme. Je ne sais pas si mon exemple est clair ou si c'est... Ouais. Mais on est face à exactement la même position. Vous avez une crise fondamentale de l'humanité, aujourd'hui en plus qui recouvre le caractère du climat, du dérèglement climatique, et une critique fondamentale de fait aussi du mode de production. Nous, je pense communistes, concrètement, des rapports sociaux, eux, fétichisés en utilisant de la réification, en disant c'est l'industrie, c'est les élites, c'est machin, etc. Et à la fin, eux proposeront le fascisme, le rejet de la bourgeoisie, non pas pour ce qu'elle permet, mais pour ce qu'elle promet, voilà. La libération, l'individu, la libération des femmes, etc., la transidentité. Et nous, on va la rejeter pour ce qu'elle permet, c'est-à-dire l'émancipation sans les conditions réelles. Voilà. Bref, il y a plein de trucs intéressants à dire. Abolir, c'est peut-être un peu fort, mais au moins, ça fait parler. Ouais, c'est pas faux. Et du coup, c'est ça qu'ils disent dans leur article? Et en fait, ils sont surtout anti-science. Dans un article de 2023, toute la science est reléguée au rang de religion qui éloigne l'homme du sens naturel. L'objectif de la science n'est pas le bien de l'humanité, mais bien de s'accroître et de se propager aux dépens de la nature et de la liberté humaine. Bien que dans l'article, certaines critiques soient intéressantes, Ce qui est fou, c'est En que... fait, ils n'arrivent pas à penser le fait de l'activité humaine. Ils pensent que la science existe comme ça, que la technique existe comme ça. Ils ne comprennent pas le fait que c'est porté par des êtres humains qui ont des rapports sociaux entre eux. C'est de la folie quand même. Et l'activité humaine a toujours été de transformer la nature. Et à l'échelle de la totalité, l'activité humaine est toujours technique et science, c'est-à-dire activité de transformation et connaissances qui permettent de transformer, et transformation qui permettent des connaissances. Cette dialectique-là, aujourd'hui, on l'appelle science. Mais si tu veux, il y avait déjà une science préhistorique, une science antique, une science féodale, tu vois ce que je veux dire? C'est tous les niveaux, les stades de connaissances qui permettent de transformer, de s'émanciper de la nature, de la maîtriser, de la contrôler. Enfin, vraiment, mais c'est une activité totale humaine. Le fondement même de l'humanité, c'est d'être dans la transformation technique de la nature. La nature est le seul, unique, permanent, jusqu'à quand je sais pas, oppresseur de l'humanité. il n'y a absolument rien qui empêcherait un fasciste de reprendre tous les arguments à son compte sans en changer une virgule. Oui, ça, je pense que ça fait un moment qu'on a compris. On n'a pas attendu 10 minutes de vidéo. Il n'y a rien qui permette à ATR de dire on n'est pas contre la science en soi, mais uniquement contre ses dérives techno-capitalistes. La science est critiquée en elle-même, en bloc. Elle serait mauvaise par essence, parce qu'elle éloignerait l'homme de la nature. Mais du coup, vous nous direz comment utiliser les résultats des sciences de l'écologie lorsqu'on est anti-science. Eh bien, il y a une petite technique, il suffit de se référer à des lois naturelles ou des règles naturelles, comme ils le font dans cet extrait. Affirmer avec arrogance que ni la Terre ni la nature ne nous dictent de lois est au moins aussi stupide que les interprétations réactionnaires des lois de l'évolution, darwinisme social, etc. Évidemment que la nature nous impose des règles, des limites à respecter pour favoriser la vie plutôt que répandre le Alors, néant. c'est pas bien de dire ni la Terre ni la nature ne nous dictent de loi, mais ça dépend comment tu le comprends. Je pense qu'il y a vraiment très très peu d'êtres humains sur cette planète qui pensent que le fonctionnement de la physique, de la biologie, etc. n'a aucun impact sur la manière dont on vit. Qui pensent qu'il n'y a pas la gravité, qu'il n'y a pas des pompes NAK, ATPase dans nos cellules pour faire de l'échange d'énergie, pour les faire fonctionner. Enfin, je pense qu'il y a vraiment très 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 peu de gens qui pensent que ça, c'est pas vrai. Là, en fait, le mot important dans la phrase, c'est dicte.
Ni la Terre, ni la nature ne nous dictent des lois. Il y a des choses qui s'imposent à nous et il y a des choses qu'on peut contrôler. Et dépasser. Et c'est d'ailleurs ce que fait Jean-Jacques de ATR quand il coupe du bois avec sa hache. L'arbre, en soi, il était debout sur la terre. Et puis il est tombé, et puis il a coupé des petits morceaux avec un outil pour pouvoir en faire des trucs que la nature n'avait pas prévu qu'il fasse avec, genre le brûler pour faire du chauffage ou machin. Donc ça n'a aucun putain de sens. Tu vois, c'est vraiment des oppositions stériles de dire, en fait, la nature nous dicte des lois, et moi je vois bien ce qu'il veut dire derrière. Et évidemment que la nature, avec un N majuscule, nous impose des règles, des limites à respecter pour favoriser la vie, plutôt que répandre le néant. Mais non. Enfin, je veux dire, la nature n'est pas une entité qui réfléchit en se disant les êtres humains, je vais leur mettre la limite de pouvoir se chauffer au bois de chauffage qu'on coupe à la hache, mais par contre, s'ils passent la limite d'utiliser une tronçonneuse, là, ça va être le néant. Mais ça n'a aucun sens, en fait. Mais c'est ça qui est intéressant. Ils sont contre un truc dont on parle tout le temps ici. On n'a pas assez cité, même dans les deux capsules. Ils sont contre la transformation. C'est le fond du fond. On a parlé d'activité humaine. C'est le fond de la question. Ils sont contre la transformation. Ils sont pour l'état des choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Et cette volonté d'être justement contre la transformation leur impose de dire oui, il y a un état normal des choses, c'est l'état naturel, voilà, plutôt que le néant. Je vois même pas en plus ce que ça veut dire, la nature produit du néant. Et c'est pour ça que quand on parlait tout à l'heure des femmes et de la transidentité, c'est justement ça, parce que c'est aujourd'hui la chose la plus radicale de transformation révolutionnaire qu'on puisse avoir, de penser qu'on peut transformer la barrière du genre, du sexe qui s'est imposé, qui semble s'imposer à nous, et qui s'est imposé socialement, violemment, sur beaucoup de parties de l'humanité sur un temps très long. En sortir, pour eux, c'est une folie. Et c'est là où ils sont réactionnaires et conservateurs. Et c'est là où on sait que la transidentité est vraiment la pointe avancée, je dirais même plus que le fer de lance, c'est-à-dire le pic du fer de lance de la transformation et de la révolution. Et qu'il faut absolument être solidaire de nos camarades là-dessus, comment ils pensent justement cette société-là et cette libération. Et je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est fondamental dans la pensée marxiste de montrer comment cette liberté, la liberté humaine, parce que c'est quelque chose dont on pense, et on a fait une capsule sur le déterminisme avec François Bégaudeau, vous irez voir, mais cette liberté humaine, elle naît justement de l'affrontement entre la nécessité, comme tu l'as rappelé là, voilà, c'est-à-dire les choses qui s'imposent à nous, et le possible, les potentialités. Et quand entre ça, on a justement l'émergence de la liberté, de l'activité humaine, c'est-à-dire de dire on va transformer pour faire les choses. De la même manière, l'homme n'a pas été doté d'ailes pour voler. Eh bien, ça ne change rien. Il a de ces conditions, de cette nécessité même de se déplacer aussi bien que les oiseaux, et des limites de ce que lui ont imposé la Terre, comme tu l'as dit, qui a dicté. Il a créé une liberté qui a été de s'envoler, de s'extraire de la Terre, d'aller sur la Lune, etc. Eh bien ça, c'est l'activité fondamentale, je pense, de la vie en général et de son stade avancé qu'est la vie humaine. Voilà. Que répandre le néant. Le problème, c'est que ce genre de référence à la nature peut vite dériver vers des idéologies réactionnaires. On en a parlé dans cette vidéo sur Julien Rochdy, que vous pouvez aller voir si vous voulez en savoir plus. Mais qui est cette personne ? Notre némésis. Ça, ATR, ils le savent. Une enquête parue en octobre 2025 de Reporter montrait qu'ils mettaient en avant les lois naturelles dans leur discours. Ils n'ont pas trop apprécié et ils ont répondu qu'ils se fondaient plutôt sur la science. Personne dans ATR, à ma connaissance, ne parle de loi naturelle. Par contre, la science nous apprend que pour assurer la résilience d'un écosystème, il vaut mieux ne pas dépasser certaines limites. C'est là où nous, on va, de manière un peu drôle, mais moi j'y tiens, on va critiquer le jankovichisme. Cette idée, justement, de Jancovici, là, qui est, à mon sens, quelqu'un d'assez conservateur, qui remet pas du tout en question le mode de production, la division du travail, etc., mais qui, justement, vient dire la science nous impose certaines limites, l'énergie, on en a profité un peu par hasard, etc., sans penser, justement, que le pétrole était une avancée des rapports sociaux et pas simplement une découverte hasardeuse. Voilà. Et maintenant qu'on n'en a plus, on a atteint une limite et maintenant il va falloir serrer la ceinture pour tout le monde, on va plus pouvoir s'amuser, il va falloir rentrer dans la pénurie, il va falloir gérer cette pénurie. Et ça pour moi c'est une idéologie qui, comme ATR, alors beaucoup moins assumée, est potentiellement réactionnaire. Non, il faut mettre, comme tu l'avais dit tout à l'heure pour les enfants, c'était très intéressant, il faut mettre toutes nos ressources pour faire en sorte que le pétrole soit vu demain comme une énergie limitée, limitante
et archaïque, comme on pense aujourd'hui le charbon ou le bois. Il faut créer justement les conditions pour trouver une énergie plus abondante et moins violente en termes de transformation et de dérèglement climatique que le pétrole. Voilà. D'un côté, ils veulent abolir la science, de l'autre, elles fondent leur discours. Est-ce que c'est juste de l'incohérence et du confusionnisme ? Une stratégie pour brasser large, à la fois des réactionnaires et des progressistes ? Alors, on pourrait dire ça, mais notre enquête révèle autre chose. En fait, au sein d'ATR, Moi, je pense qu'ils sont un peu bêtes aussi, mais bon, ça, c'est ma théorie. Pas besoin de chercher des fois midi à 14h. il faut distinguer plusieurs profils qui viennent d'horizons et d'influences différentes. Parlons d'abord de la frange qui vient de Deep Green Resistance ou DGR. DGR, c'était une organisation d'écologie profonde. Gros truc de merde, DGR. Sauver la planète, déjà pour moi c'est red flag. Qu'on parle d'écosystème ou de conditions de survie du vivant ou de conditions de survie de l'humanité voilà, le sujet à sauver c'est l'humanité. La planète, justement, ça n'existe pas une espèce qui n'influe pas sur son environnement. Moi, je veux que des gens meurent d'hémorragie pendant qu'ils accouchent pour pouvoir préserver un gros caillou qui tourne autour d'une boule de feu. Ça me semble être supérieur. Qui luttait non pas contre la technologie, mais contre la civilisation. En gros, là où ATR considère qu'il y a Let's go. Oui, mais moi j'ai envie de dire, mais allons-y quoi. Enfin, Sortons je veux dire, des autant mots. on en est- Sortons Voilà. des mots, tu sais, qui n'ont... des On mots va à- faire du Jean-Jacques Rousseau mal digéré, tu sais, genre ouais, en fait, l'être humain, quand il vivait tout nu, tout seul dans la forêt, ça n'a jamais existé, ça n'a putain de jamais existé. Quand il était tout nu, tout seul dans la forêt et que de temps en temps, il en croisait un autre pour baiser vite fait, pour se reproduire, tu vois, mais sinon, il est tout seul. Sans lui demander son avis en général, mais... Dans la civilisation, je crois qu'en fait, c'est quand le groupe humain devient trop grand et qu'il faut vraiment réfléchir à comment on s'organise entre soi. Oh Ça, là c'est très là, mal. oh là là. Ouais. Mais la civilisation, c'est pas la technique. Moi, il faudra m'expliquer ce que c'est une civilisation sans technique, mais moi, je sais pas, c'est bizarre. chute, une rupture à partir de la révolution industrielle. Pour DGR, le point de bascule, c'est plutôt l'apparition de l'agriculture. Ah bah carrément. Allez. Mais non, mais toi, t'es un peu mou, Chris. Que ce soit ATR ou DGR, j'ai envie de dire, mais les gars, une fois qu'on s'est foutu de votre gueule sur le fond, qu'on s'est énervé sur les réelles conséquences politiques de vos discours, comment, concrètement, vous pensez faire ? C'est ça, vous voulez revenir à la collecte et à la La- chasse. La putain de 7 milliards d'êtres humains sur cette planète, organisés en grands centres urbains, etc. Et toi, tu crois que tu vas te pointer avec ton logo hache et ton logo fourche, crier en fin de manifestation que l'industrie nous veut du mal ? Puis en plus, je vais être honnête, on arrive à un mode critique du mode de production qui va être pénurique. Il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Donc, go te parer en forêt. Personne Mais oui. te retient. Tu vois ce que je veux dire ? Et le capitalisme n'a aucun problème avec le fait qu'il y ait des gens un peu alternatifs qui font des C'est ça, éco-villages mais avec leurs vraiment. éco-amis pour faire de l'éco-nourriture, avec leurs éco-potes dans leurs éco-assiettes, là. Le capitalisme s'arrange très très bien de ça. De gens qui ne vaccinent pas leurs mômes, de gens qui refusent de penser le collectif à une grande échelle, mais qui se disent l'autosubsistance pour le petit. Vous êtes littéralement comme les États-Unis qui font des bunkers. Hein. C'est pareil. En plus, je te dis, non seulement, ça va l'arranger, parce que, tu sais, tu parlais tout à l'heure du droit à pas avoir d'enfants. Mais en fait, moi, je vous le dis, toutes ces visions-là vont être mises en avant, vont apparaître justement parce que le capitalisme est en crise et qu'il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Et donc, il y a des gens qui vont s'inventer que vivre comme les chasseurs-cueilleurs, en fait, c'était très bien. Moi, ce que je rappelle, c'est que le monde est vide. Regardez une carte du monde de nuit, là, vous verrez, là, vraiment, le monde est vide. La densité de population à l'échelle des continents est quasiment vide. Si aujourd'hui, on n'a pas assez pour 7 milliards d'habitants, c'est un problème d'organisation sociale, c'est pas un problème de ressources. C'est un vrai sujet. Mais le monde est vide. Trouvez-vous un endroit, vivez de la collecte et de la chasse, et vraiment, je vous le dis, personne va venir vous chercher. Il n'y a pas dans le monde de la science-fiction des drones qui vont vous attraper et vous forcer pour aller dans un carrefour consommer des trucs. C'est vraiment en plus une vision mais bidon de la société, quoi. Alors par contre, si vous faites des organisations sociales où vous vous mettez à casser les couilles à vos meufs, il est possible qu'on vienne vous chercher. Mais Donc ça- bref. Oui, mais justement, c'est pas pour l'instant. C'est que si nous, on prend le pouvoir. Empêcher vos enfants d'avoir accès à l'école de tout le monde, d'avoir accès normalement à la lecture, à l'écriture, à la protection minimale médicale, etc. Peut-être qu'on Et va pour- venir vous chercher. Parce que le problème, c'est qu'en général, il y a un groupe social autour qui est au service du type qui a ça en tête. Mais bon, bref. Et la vérité, c'est que pourquoi vous ne le faites pas ? Mais parce qu'en fait, c'est du blabla, quoi. C'est du baratin, parce que ça ne marche pas. Voilà. Moi, je vous le dis. Franchement, si on était au pouvoir avec Zoé, on vous donnerait un bout de terre
Voilà, pour Ah dire ouais, faites votre oblast là. faites votre oblast, voilà, on vous regarde. Si ça marche mieux que la glorieuse Chine de Xi Jinping et sa technologie, pas de problème, on prendra exemple sur vous. Mais moi, je suis désolé, j'y crois pas, quoi. On va pas davantage détailler. Tout ce qu'il y a à savoir, c'est que le groupe n'est plus trop actif, notamment parce que plusieurs de ces figures ont été accusées de transphobie. Plusieurs anciens sympathisants de Deep Green Resistance ont rejoint ATR dans ses débuts. C'est le cas par exemple de Magno, qui avait publié le post transphobe, mais aussi de Loïc Lupa, du compte Loïc Écologie. Alors, tu peux lire ou pas? Moi, je peux pas Ouais. lire de la... La civilisation est intrinsèquement insoutenable, car hiérarchique, expansionniste et patriarcale. Je crois qu'il n'y a pas assez d'adjectifs. Ouais, c'est vraiment... voilà. Il ne faut pas se... Alors qu'en fait, nous, c'est notre sujet. On est en train, justement, c'est la lutte de sortir du patriarcat, justement grâce à une certaine forme de développement des forces productives, hein, que voudraient nous enlever ces gens-là, quoi. Il ne faut pas parler que du climat au risque de se faire coopter par le capitalisme vert et sa politique gestionnaire de la ressource environnement. Mais ça me fait penser à un truc tout à l'heure sur l'extrait qu'ils ont eu. Je sais pas si tu te rappelles, l'extrait que tu as lu sur la nature dicte, c'était contre les soulèvements de la Terre quand la gauche désarme l'écologie. C'est vraiment... les gars, ils sont ni droite ni gauche, mais ils font des articles contre la gauche, tu vois, c'est vraiment pas du tout précis, quoi. Écologie et surtout de Romuald Fado. Bonjour, je suis Romain. Alors, Tiens, Romuald, alors, est-ce parlons- que, Chris, si t'étais une meuf, est-ce que t'aurais envie de vivre avec Romuald sans contraception, accoucher à la maison sur une botte de paille avec Romuald qui te met un petit gant d'eau chaude sur la tête Mais moi, et va te fabriquer une machine à laver connectée à un vélo? T'en penses quoi, Chris? Moi, perso, je pense que je vais garder le mien, qui est mon technophobe. franchement, le concept est entre la tradition, tu sais, on dirait que c'est des gars qui parlent en vieux français, font des cosplays chevaliers, et enfin, c'est assez bizarre hein, comme ambiance. Non, mais tu dis ça parce que t'es pas motivé pour porter les 18 gosses de Romuald. Si je pouvais, je le ferais, bien sûr, mais je suis pas concerné. Romuald Fado est le traducteur de Je vous le donne en mille, Théodore Kaczynski. C'est lui, Alexis Adjami, Ah là, on y vient. qui ont publié les ouvrages qu'ATR essaie de vendre à tout prix lors de ses formations. En tout cas, c'était le cas à celle à laquelle on a assisté. Ouvrages publiés aux éditions libres, elles-mêmes directement liées à Deep Green Resistance. Mais c'est surtout Romuald Fado qui a écrit un grand nombre des articles présents sur le site d'ATR, et notamment l'article Anti-Science. D'après nos informations, tout ce petit groupe autour de Romuald Fado est un peu seul dans son coin. Les anciens sympathisants de DGR sont peut-être une minorité, mais une minorité structurante, car ils ont une influence importante sur le contenu idéologique et la ligne d'ATR. Ce sont souvent des mecs blancs, autour de 30-40 ans, avec une ancienne expérience de militants, fans invétérés de Kaczynski et farouchement anti-gauchistes. Mais on n'est toujours pas sûr que ce soit des fascistes. Alors imagine, moi je fais une expérience de pensée. Est-ce que tu crois que quand tu penses que la civilisation, c'est la pire chose qui soit arrivée à la planète et que la nature nous dicte nos lois, est-ce que tu crois que quand tu as accouché du 16e gosse de Romuald, toute seule, et que tu t'es auto-suturé le périnée, du coup, parce que c'est de la technique avec une vieille aiguille et puis du fil de laine que tu as récupéré sur tes moutons, est-ce que tu crois que si Romuald a envie que tu repasses à la casserole 10 jours après l'accouchement parce que c'est ses besoins naturels, t'as le droit de dire non? Moi, je pense qu'il va falloir argumenter. Après, ça se trouve, Romuald est super sympa. Moi, j'ai vraiment, j'ai pas de doute là-dessus. Juste, je regarde ce profil de mec qui me parle de loi de la nature, machin truc, qui me dit que quand même, ça serait bien que j'ai pas trop avoir accès à la contraception et qui dit qu'il y a des trucs naturels de pulsion et tout. J'ai peur. De l'autre côté, le recrutement de nouveaux membres, souvent plus jeunes, joue surtout sur la peur du futur et l'urgence de la catastrophe écologique. Ils font aussi le constat que les modes d'action institutionnels et plus classiques ne font rien avancer. Voilà, donc c'est typiquement ce qu'on disait, c'est l'idée de la catastrophe naturelle qui politise les gens, et ça, c'est une catastrophe politique. Ne pas comprendre que la survie de l'humanité face au dérèglement climatique, qu'il soit... C'est ça qui est intéressant d'ailleurs. L'humanité a déjà survécu à des dérèglements climatiques qui n'étaient pas causés par elle-même. Il y a eu des grandes périodes de glaciation à l'époque de Néandertal, etc. Bon, ça a été une hécatombe et tout. L'organisation sociale doit permettre de survivre à ce dérèglement. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Effectivement, là, il y a un double truc, c'est-à-dire, c'est non seulement on doit y survivre, et en plus, on sait que c'est nous qui agissons dessus. Voilà, donc c'est une double résolution de problème. Mais à la fin, c'est comment on va s'organiser. Et je vous le dis, l'humanité ne va pas disparaître avec un réchauffement de 2, 3, 4 degrés. Et l'humanité a survécu à des dérèglements climatiques sur lesquels elle avait beaucoup moins d'avancées technologiques et de possibilités de résistance. Par contre, oui, ça va se faire exactement comme le capitalisme.
contre les gens les plus faibles, les plus pauvres et les plus violentés. Et ça va se faire sur la gueule des classes précaires, des pays en périphérie de l'impérialisme, les plus racisés. C'est ça la survie de l'humanité en mode capitaliste. Et au-delà de tout, sur la gueule des personnes handicapées. Hein, parce que Exactement. là, vraiment, Ah oui, pire que tout. C'est ce que Luc Semal, politiste, appelle la logique sociale de la désillusion catastrophiste. On a rencontré Théo Lapierre-Bourrelli, sociologue doctorant, qui a passé 13 mois au cœur d'ATR en tant qu'observateur et nous a livré ses analyses. La perspective catastrophiste, elle réémerge dans les années 2010 et elle s'explique par cette logique sociale de désillusion catastrophiste qui est à la fois le constat d'un certain nombre de défaites sur le front écologiste, mais aussi la perspective chez les jeunes militants de vivre effectivement les catastrophes dans leur chair. Face à la perspective d'un effondrement inéluctable, d'une fin proche, certains sont prêts à tout accepter. Ça, tu vois, c'est... on n'a pas encore prononcé le terme de dérive sectaire, mais bon, bref. Une militante interrogée par Reporter explique ainsi que le fait de mettre les autres luttes sous silence est une question d'urgence et non d'importance. Là, c'est typique. Parce que là, vraiment, on touche un truc, justement, le progressiste, le féministe, etc., d'urgence face à la mort imminente. C'est exactement comme ça que les fascistes, que les capitalistes vous vendront leur résolution du problème. Vous n'êtes pas du tout en train de critiquer le capitalisme quand vous faites ça. Et donc c'est pour ça que nous, ça vous paraît bizarre quand peut-être on vous dit mais l'humanité ne va pas disparaître du dérèglement climatique. Ce qui va se passer, c'est une humanité qui va tomber dans la violence. Une partie de l'humanité qui va subir et une autre qui ne va pas subir. Le capitalisme est organisé comme ça. Ce qui est une urgence. Ce qui est une urgence, mais sociale. N'est pas là où on pense. Voilà. Mm. Et politique. L'argument climatique, c'est comme si vous saviez que dans 3 semaines, il y a un tsunami qui va arriver sur les côtes. Donc en 3 semaines, si vous savez que le tsunami va arriver en 3 semaines, vous pouvez faire en sorte que tout le monde survive. Même les vaches, les cochons, voilà. Si vous laissez les libéraux et le capitalisme gérer, il va laisser le marché gérer ça, savoir qui a des bonnes idées, qui n'en a pas, et ensuite la bonne idée va falloir payer pour l'avoir, et en fait à la fin, il n'y aura que 10% de gens qui vont survivre, parce que ils se seront organisés comme le capitalisme l'a voulu, et ce sera les plus riches, c'est-à-dire ceux qui auront la capacité de trouver la bonne idée le plus vite et de payer pour ça. Si vous décidez en 3 semaines, c'est une urgence pour tout le monde, vous allez planifier sans classe, sans genre, sans race, le fait de sortir tous rapidement de l'endroit où la vague va déferler. C'est exactement ce à quoi on va faire face. Non pas à la violence et à la perte de l'humanité à cause de la vague, à cause du dérèglement, mais à cause de la méthode d'organisation face à cette vague. Je ne sais pas si l'exemple est clair, mais je pense vraiment qu'il faut vraiment que vous ayez ça en tête. Ce n'est pas la vague, le dérèglement climatique le problème, c'est la manière dont on s'organise socialement, en classe ou en non-classe, de manière totale, face à ce problème. Et je pense qu'un des bons exemples, ça a été l'ouragan Mélissa qui a frappé les Caraïbes, etc. Il y a très peu de temps, là, il y a quelques semaines quand on tourne. Vous voyez la différence entre Cuba et les autres pays. Cuba est un pays qui vit de la pénurie chronique à cause de l'embargo imposé par les États-Unis, mais avec un fonctionnement communiste très collectif. La réalité, c'est que Cuba, malgré le manque qu'ils ont de plein de choses à cause des États-Unis, encore une fois, le bilan, c'est un seul mort à Cuba. Un seul. Alors qu'en Haïti et en Jamaïque, c'est 50 fois plus. Regardez la puissance de l'organisation collective, même dans un contexte où on n'est pas à profusion de moyens, etc. Alors imaginez, dans des conditions matérielles comme la France, si on était capable de faire un communisme correct, à quel point on pourrait faire des choses incroyables avant d'envisager de laisser crever des meufs en couche et de buter des enfants handicapés. Globalement, c'est surtout ce discours qu'on entend lorsqu'on interroge des membres d'ATR en face à face. Ils disent que c'est une question d'efficacité et de stratégie et non d'idéologie. Mais lorsqu'on regarde le site d'ATR ou leurs publications sur les réseaux, les gauchistes sont clairement présentés comme des adversaires. Pour se battre Déjà, les gens qui disent gauchistes et qui sont pas léninistes, pour moi, c'est des droitards. contre le progrès, il faut aussi, selon eux, se battre contre le progressisme. Si la majorité des membres rejoignent ATR sans être anti-progressistes à l'origine, tout est fait pour qu'avec le temps, ils rentrent dans le moule. Officiellement, il y a des procédures de discussion interne pour que chacun exprime son avis, mais d'après les témoignages qu'on a reçus, il y a peu de place pour la critique interne. D'abord, parce qu'ATR se définit comme une avant-garde révolutionnaire, ce qui justifie Ouais, moi je dirais fasciste, mais why not? pour eux une hiérarchie formelle très rigide, avec un système de grades, d'évaluation de la performance et du niveau de formation, pour être promu ou rétrogradé, etc. Basé ça. Ils viennent Vas-y. des trottes un peu, non? Tu crois pas? Ouais, c'est ça.
Ouais, vraiment, ça fait vraiment truc. Paf, c'est des méthodes standards, hein, Oui, d'orga, ouais, d'activistes, d'organisme. quoi. D'activistes. Ah, mais c'était précis, tu vois, quand il disait que c'est des gens qui ont déjà eu une expérience militante, tu le vois sur le type d'orga. Ouais, Pour le ouais. coup, c'est pas du tout un truc toto, tu sais, enfin, toto au Non, ouais. sens Non, c'est autonome. C'est pas du tout ce fonctionnement. Les cadres ont une autorité intellectuelle très forte sur les membres, comme c'est souvent le cas dans ce genre d'organisation révolutionnaire. Alors souvent, c'est les cadres sur les membres. Souvent, à mon avis, c'est les hommes sur les femmes. Non, t'es mauvaise langue, je pense, Chris. On n'a pas eu tous les indices avant. Il y a une référence à ces textes qui font doctrine et qui permettent aux militants plus installés en y faisant référence de asseoir leur autorité, mais aussi de disqualifier et de désactiver un certain nombre de remises en cause. Ça, c'est pas propre à ATR, pour le coup, c'est le fonctionnement classique des jeux de pouvoir qui se font au sein d'une organisation où les militants plus anciens, mieux formés, peuvent avoir beaucoup d'ascendant sur les jeunes militants, avec d'ailleurs tout un tas de problèmes qui en découlent, et particulièrement des problèmes de VSS. Je serais absolument ravie de savoir si ATR a une méthode de gestion des violences sexistes et sexuelles au sein de son organisation, une instance qui les gère, etc., une ligne de conduite dessus. Ça m'intéresserait beaucoup, sachant que j'ai exactement la même question à poser à la totalité des organisations politiques de gauche, et je sais que dans l'immense majorité des cas, la réponse est non, on fait de la merde avec ces questions. Il y a un article de sociologie de Benjamin Flamand sur Lutte ouvrière qui est extrêmement intéressant, où il montre comment se crée une ligne de partage entre les militants installés qui savent et les nouveaux militants qui ne savent pas, et comment les seconds sont rappelés à l'ordre à travers ces textes et doivent se conformer, se transformer personnellement, plutôt que d'espérer réformer la ligne de l'organisation. Mais ça, c'est des choses d'organisation qu'on peut trouver là pour le coup à gauche, à droite, effectivement, qui sont toujours des équilibres difficiles à trouver parce qu'effectivement, c'est comme dans toute forme de transformation d'efficience. C'est comme, je sais pas, vous allez à l'usine, ceux qui savent faire tourner la machine ont l'ascendant sur ceux qui savent pas la faire tourner. Tu vois, la question, c'est pas tellement de ça, c'est plutôt la rétention. Les gens ne donnent pas les informations, ne donnent pas le savoir pour éviter de se faire remplacer. Donc c'est pas tellement le fait qu'ils transmettent trop de savoir et qu'on peut pas remettre en question la ligne. C'est en général, ils gardent le savoir pour eux, tu vois. D'autant que ce refus d'intégrer les autres luttes, voire de lutter contre les progressistes, est justifié par une prétendue exigence d'efficacité. Parce que s'ils s'expriment sur d'autres luttes, ils ont peur de corrompre le mouvement en faisant entrer des personnes qui sont là pour les autres luttes et oublient l'antitechnologisme. Ça, c'est classico quand même, hein. Le côté, non, ça nous disperse. Ça, c'est vraiment tous les rouges-bruns pour le coup. Là, c'est toute la sphère rouge-brune, confusionniste, voilà. Mais l'exigence d'efficacité, tu sais, on nous l'a sorti aussi à nous, Zoé. Hein, la lutte contre l'extrême droite, là, c'est aussi de la noisette, ça. Tu vois, genre, ouais, mais attendez, on peut pas se critiquer entre nous. On peut pas vous critiquez des gens de gauche, c'est vraiment horrible et tout. faut être efficace face à l'extrême droite. Ouais, bah non. Oui, l'efficacité face à l'extrême droite, c'est justement de débattre entre nous et d'arrêter d'être cons. C'est ça. Notre efficacité externe, elle vient de notre efficacité d'abord interne. Et pas avoir les mains propres, c'est justement le meilleur moyen de pas être efficace face à l'ennemi, quoi. Et je rappelle que nous faisons des critiques de discours politique, on fait pas des descentes dans les locales des gens avec des matraques, enfin je sais pas, faut se calmer aussi. Ce vocable de l'efficacité qui est central à Antitech Résistance, en fait sous des apparats de concret. Ça, c'est vraiment le truc concrétude, il va le dire, mais de l'efficacité, ça, tu vois vraiment ça dans les trucs un peu sectaires, hein. Enfin, tu vois, des trucs... Moi, je pense à l'IHT, par exemple, sur lequel on avait tapé beaucoup, ils ont disparu, mais il y avait ça, tu vois, genre, nous, l'efficacité par rapport aux gauchistes, on est organisé et tout, enfin, pour moi, c'est... Là, il met le doigt sur quelque chose, quoi. Ce discours de l'efficacité de la rationalité est vraiment un discours de dominant. Et d'ailleurs, c'est le discours de tous les néolibéraux, hein, face à l'économie, dans la gestion, dans le fait de faire taire, et même des fascistes. C'est de dire, on prend le pouvoir, on fait en place une bonne dictature de sachante, une dictature éclairée est beaucoup plus efficace qu'une démocratie, voilà. De l'objectivité, en réalité, l'efficacité, ça dépend énormément des facteurs qu'on prend en compte, de la manière qu'on la détermine, qu'on l'évalue, etc. Et de ce point de vue-là, ça peut paradoxalement devenir rapidement un vecteur d'arbitraire très fort. Et c'est même pas paradoxalement, c'est... À la fin, l'efficacité, elle doit toujours être mesurée par la totalité. Donc quand à un moment donné, tu as l'efficacité à la bouche, mais que 80% de ton organisation ne se rend pas compte que c'est efficace, c'est que c'est juste de l'arbitraire, en fait, tu vois. Et c'est un peu le problème qu'ont les néolibéraux aujourd'hui. Ils nous ont parlé d'efficacité depuis 40 ans. Tout le monde se paupérise, quoi. Donc c'est pour ça qu'ils sont un peu en crise, quoi. Fort. Tout ça, ça montre que le confusionnisme d'ATR, c'est pas juste une négligence de leur part, mais le résultat logique de leur fonctionnement et de leur stratégie. Tout est fait pour qu'ATR reste une organisation qui se bat contre le progrès et contre le progressisme. Est-ce que pour autant, ça fait d'eux des écofascistes ? Perso,
Je comprends même pas qu'on pose la question. On fait un sondage Noé à 2. Oui. Oui. Odoxa trouve qu'on est à 80% de oui, alors qu'on a voté tous les deux oui. J'ai fini mon enquête début 2024. J'ai lu énormément de textes critiques d'Antitech Résistance et j'ai trouvé que c'était extrêmement inégal. Il y a aussi un certain nombre de critiques qui sont abusives et du coup qui pour moi rajoutent à la confusion en disant de termes comme écofasciste, réactionnaire, etc. Ça ne veut Et il est ouf lui ou quoi? Ouais, il fait de la sociologie objective. Ah oui, il est dans c'est plus complexe. Non mais attends, enfin je veux dire, le gars il vient de dire ouais. Dire que les nazis sont d'extrême droite, j'ai lu des choses. Du Comintern à l'époque, Staline n'était pas tout blanc, donc est-ce qu'on peut prendre cette considération ouais, non mais vraiment. Mais bref, mais bon, après, moi j'ai envie de lire son bouquin. J'ai envie de comme lire son bouquin. symptôme de cette logique sociale de Moi je l'ai lu 2 fois, il est pas ouf. Mais bon. Les illusions, ils sont hors d'atteinte et il ne s'agit pas de les critiquer. Mais je pense qu'il faut les prendre au sérieux et acter que les moyens institutionnels... Alors moi par exemple, j'ai la considération tout inverse. Pour moi, il faut les critiquer et pas les prendre au sérieux. Chez les militants, les néo-militants, il y a une vraie demande de renouvellement des modes d'action, mais on le voit d'ailleurs en dehors d'ATR, avec l'émergence des soulèvements de la Terre par exemple. C'est un renouveau qui me semble intéressant. Une dernière chose, l'absolutisme d'ATR, qui les pousse à adopter des positions anti-progressistes, ne doit pas effacer la pertinence de la technocritique. Et oui, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. D'accord. Donc on a fait tout ça pour arriver à ça. Et d'ailleurs, à Fracas, on a fait tout un numéro sur les conséquences concrètes et dévastatrices de l'industrie. Mais ATR trahit certains aspects de la pensée de grands auteurs technocritiques comme Jacques Ellul ou Lewis Mumford. Quand Ellul critique la technologie, technologos, il critique la logique de la technique, celle qui cherche l'efficacité maximale en toute chose. Ça, c'est vraiment les conneries d'Ellul. Désolé, hein, mais qui pour moi vraiment est une mauvaise ressource pour le marxisme, mais vraiment de considérer que la technologie est un effet du pur capitalisme et ne pas la voir comme la technique à l'échelle industrielle, cette idée d'efficacité, elle a toujours été au cœur même de toutes les pratiques humaines. C'est pour ça qu'on n'est pas resté à l'âge de pierre et qu'on est passé à l'âge de bronze, parce que derrière, il y a une meilleure efficacité d'une pointe en bronze que d'une pointe en pierre. Et effectivement, pour un Ellul qui justement se dit « Ah, mais c'est sur du temps tellement long, donc il y a de la paresse, il y a machin, etc. » Oui, on s'en fiche, tu vois. Enfin, on s'en tape. Si l'humanité avait pu passer à l'âge de bronze sans passer par l'âge de pierre et avoir tout de suite l'efficacité de la pointe en bronze, elle l'aurait fait tout de suite. Voilà, c'est juste que tu as une accélération, et cette accélération, elle est très importante. Pourquoi ? Elle est permise par la réunion conjointe de l'humanité, par la sursocialisation. Et ce que les gens veulent nous vendre derrière, c'est la désocialisation et le retour à l'état de Robinsonade pour les pires, ou alors pour les gens, comme tu l'as dit tout à l'heure, pas trop anti-progressistes, mais un petit peu confus là-dessus, à des petites communautés. Et ça, c'est vraiment ce qu'on trouve dans le proudhonisme, dans une certaine forme d'anarchisme un peu réac, etc. On va s'organiser en petites communautés, puis comme ça va pas être trop violent, puis comme ça. Mais en fait, c'est une économie insuffisante, violente, où on manque de tout, et quand on manque de quelque chose, celui qui a plus exerce un pouvoir sur celui qui a moins. Je rappelle aussi que l'abondance, c'est aussi le moyen de ne pas être violenté par quelqu'un qui a quelque chose que vous n'avez pas. L'abondance de la collectivité pour tous, c'est un moyen de ne pas forcer des femmes à faire des choses, de ne pas forcer des handicapés à faire des choses parce que eux n'ont pas et que vous avez, quoi. On ne se rend pas compte de ce que l'abondance permet en termes d'émancipation et de liberté. Surtout, ne lisez pas Pornocratie de Proudhon, vous risqueriez de savoir un petit peu comment il considère les femmes, et ah mon Dieu, il se pourrait que tout ça soit un même milieu idéologique. Putain, mais on va finir par croire qu'en fait tout ça a le même terreau et que ça donne toujours le même genre de grosse merde. C'est fou ça. Et on a beaucoup parlé notamment de féminisme et de droits des personnes trans et tout ça, mais on n'a pas énormément parlé du travail, parce qu'on a dit que c'était vraiment de la parole d'hommes blancs, valides, etc. Et ça, c'est clairement le cas. Mais c'est aussi une parole de mec qui se tue pas la gueule depuis qu'il a 14 ans à devoir monter des parpaings à la main, et on lui dit tiens, en fait, peut-être qu'on va pouvoir avoir une technique qui va permettre que ton travail soit moins long, moins difficile, moins pénible, etc. Et qui dirait oh là là, non, moi je veux rester. Eh, c'est bon. Hein. Le mantra d'ATR, c'est précisément la quête de l'efficacité. Lewis Mumford critiquait sévèrement le rejet absolu de la machine. Il considérait même... Là, ce qui est trop... Là, ils s'embourbent, là, Fracas. Je suis désolé. Ils sont sur la logique d'efficacité organisationnelle
par rapport à la logique d'efficacité technique, et ils font le lien en disant comme ils cherchent l'efficacité organisationnelle, alors en fait ils tombent dans la critique de Ellul, du logos de la technique industrielle. Ouais, vraiment. Les gars, il n'y avait pas besoin de passer par Ellul ou même Ford pour trouver que les gars, c'est des fascistes et pas passer par l'abstraction de l'efficacité qui recouvre tout et n'importe quoi pour critiquer ces gens fascistes. Et là, le problème de Fracas, c'est qu'ils veulent rester, non pas dans la technocritique comme on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire dans l'application et la possession de certaines techniques, l'appropriation de certaines techniques, mais dans la critique de la technologie en elle-même, dans son fétiche, dans sa marchandise qu'elle fabrique, dans son produit. Et ça, oui, je suis désolé, tant que vous ne voudriez pas sortir de ça, vous aurez envie de défendre de manière plus ou moins claire des gens comme ATR. Même que c'était une adaptation névrotique à la méga-machine elle-même. Il nous faut renoncer à nos tentatives minables et futiles de tourner le dos à la machine en replongeant dans la sauvagerie. D'ailleurs, c'est justement Mumford qui a conceptualisé la différence entre technique démocratique et autoritaire. Et lui, il se battait contre les techniques autoritaires. Bien qu'ATR reprenne parfois cette distinction, c'est loin d'être systématique. Et c'est dans cette absence de distinction, dans cet essentialisme, que se glissent des idées réactionnaires. Dans leur publication, ils expliquent que les stylos, les panneaux solaires, les machines à laver impliquent intrinsèquement la destruction et l'exploitation. Le point de Mumford est de dire qu'on peut fabriquer une partie de ces objets de manière différente, c'est-à-dire avec des ressources locales et une organisation décentralisée. Alors soyons clairs, il nous parle. Mais des ressources locales, c'est détruire la nature locale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si j'ai utilisé du bois d'arbre en Afrique, c'est pas pareil que si j'ai utilisé du bois d'arbre en bas de chez moi. Ça veut rien dire du tout. T'as quand même utilisé du bois d'arbre. C'est mieux si tu peux éviter de le transporter et de faire du bilan carbone. Mais je veux dire, aujourd'hui, le problème de déplacer des choses de l'Afrique à l'Europe, c'est pas un problème en soi. C'est un problème parce que ça pollue la planète, que ça exploite des gens, que ça violente les périphéries et tout, mais on pourrait très bien imaginer des échanges à l'échelle mondiale, non polluante et égalitaire. Enfin, le problème n'est pas le problème, quoi. Il paraît impossible de se réapproprier certains objets techniques, comme les data centers ou les centrales nucléaires. Mais il n'y a pas de stylo Bic sans data center ou centrale nucléaire, quoi. Enfin, ça n'existe pas, quoi. Tu peux écrire à la plume doigt. Je sais que Zoé, toi, tu signes tes ordonnances à la plume doigt, mais oui. Pas beaucoup de médecins font ça, quoi. Bien sûr. Ça, c'est après, je les envoie à Chris dans une lettre cachetée avec de la cire. Par pigeon. C'est comme ça qu'on fait, nous. Tout ça, c'est faux, hein. Tous ces micros, tout ça, c'est pas notre vrai mode de vie. Mais être anti-technologie au point d'être anti-stylo, sans même faire la distinction entre stylo bic et stylo plume, c'est trahir la logique même de la pensée de Mumford. Mais au juste, qu'est-ce qui est à l'origine de la révolution industrielle ? Les chaînes d'approvisionnement actuelles sont destructrices, de tout point de vue. C'est pas nous qui allons le contredire. Mais elles sont aussi favorables à beaucoup plus d'échanges mondiaux nécessaires et intéressants pour l'humanité. Elles ne sont pas que destructrices. Exactement comme de la même manière, les voies romaines étaient destructrices d'un certain point de vue. Aujourd'hui, effectivement, à l'échelle de l'humanité totale, elles sont de plus en plus destructrices parce qu'il y a une suraccumulation du capital, mais elles permettent des échanges entre l'humanité, des réunions de l'humanité jamais permises et qui sont un bienfait. Parce qu'elles répondent à un impératif de rentabilité, dicté par des règles économiques. Et ces règles économiques sont le fruit de rapports de force entre groupes humains. C'est un système de règles qui a un nom, le capitalisme. Colonial, patriarcal, etc. Selon Mumford lui-même, le rejet absolu de la machine est une triste tentative d'éviter la transformation plus fondamentale et infiniment plus difficile, la transition au-delà du capitalisme tel qu'il s'est historiquement développé et au-delà de la machine industrielle actuelle pour aller vers une économie centrée sur la vie. Toutes les économies, à l'échelle de la totalité, essayent de développer leur société. Elles le font avec des contradictions qui, au bout d'un moment, comme le dit Marx, sont favorables, et puis à un moment deviennent des entraves. La vie est au cœur même de toutes les sociétés. Une société centrée sur la mort et l'autodestruction n'existe pas. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème qui s'appelle le capitalisme, c'est-à-dire ce qu'on a dit, un ordre qui aujourd'hui pose plus de problèmes qu'il n'en résout, et il a résolu énormément de choses dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, il en pose plus qu'il n'en résout, mais il garde des bienfaits dans la communication entre l'humanité, dans sa réconciliation, dans ses transports, dans la capacité de se déplacer de l'humanité. Enfin, je veux dire, prenons un truc, genre on passe du temps à remettre en question les frontières nationales, la nationalité, le droit à tous de s'établir partout, cette liberté de déplacement.
Bah voilà, mais on va dire quoi ? On va dire, bah en fait, non, refusons les possibilités de déplacement qu'offrent les sociétés ce que le capitalisme a permis. Bah, ce serait exactement la même chose que ce que tu as dit sur les droits féminins. Ce droit-là de pouvoir se déplacer rapidement, d'aller d'un pays à l'autre facilement, etc., c'est un bienfait de l'humanité dans sa réappropriation de la nature. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il ne surprofite qu'à certains et il sous-profite à d'autres. Donc le but, c'est pas de dire on va revenir à des pays où votre cercle de connaissances s'arrêtera à 50 km autour de vous ou à 100 km et puis ce sera très bien. Ce sera exactement le même problème. L'idée des chaînes d'approvisionnement qui sont un problème en soi, non, elles sont un problème parce qu'elles sont gérées avec du pétrole, au moins cher possible, dans l'intérêt de faire de l'extorsion de plus-value. Elles ne sont pas organisées pour les besoins de l'humanité. Mais quand demain on se réappropriera les besoins de l'humanité, je prends la Chine par exemple en exemple, jamais la Chine ne s'est dit on va détruire, repartir de zéro toutes les routes, tout le proto-capitalisme qu'il y avait ou le communisme, etc. pour pouvoir repartir à zéro et faire des petites entraves locales. Non, les grandes routes ont été réappropriées dans des organisations collectives qui permettent de bien fournir les besoins. Et aujourd'hui, s'il y a des grandes chaînes logistiques qui permettent de transporter du blé là où c'est difficile d'en faire pousser et où il y a encore des foyers de l'humanité, ben on va les maintenir, faire en sorte qu'elles soient moins polluantes, faire en sorte qu'elles ne permettent pas de créer de la valeur d'échange et de la plus-value, mais on ne va pas s'amuser à détruire des chaînes logistiques capables d'approvisionner les besoins d'1 milliard de personnes. Enfin, vraiment, excuse-moi, je m'énerve un peu, mais c'est une folie parce que pour moi, c'est vraiment la même chose que de vouloir faire crever des bébés ou de faire crever des femmes en couche pour c'est la même chose. Et eux, ils ont l'impression de se dire, on va choisir les industries, les technologies bonnes et les industries... Mais on est sur les deux faces de la même pièce. Là, Fracas, ils font exactement la même chose en croyant être plus progressistes que ATR, mais ils font exactement la même chose. Ils ne comprennent pas que détruire ces chaînes logistiques-là, et non pas les transformer, c'est-à-dire résoudre les problèmes tout en gardant les avantages, c'est faire tuer des gens exactement de la même manière comme les autres qui veulent retirer l'IVG ou la pilule, c'est tuer des enfants et tuer des femmes. Moi, là où je pense que tu es un peu excessif, c'est que tu leur fais un peu dire ce qu'ils n'ont pas dit. Parce que tu vois, quand ils disent... en fait, ils sont dans cette espèce de position entre deux aussi parce que je pense qu'ils veulent parler au public qui peut être attiré ATR en se disant qu'ils vont les ramener vers une autre version de l'écologie et tout. C'est l'hypothèse que je formule, hein, peut-être que je me trompe. Mais en fait, je pense que si tu leur dis ça comme ça, c'est-à-dire en fait, il faut pas les abolir, ces routes, ces voies d'échange et tout, il faut les transformer, je pense qu'ils seraient d'accord, tu vois. Je pense qu'ils diraient, oui, effectivement, c'est pour ça qu'on dit que la critique, c'est bien, mais qu'en fait, il faut aller critiquer sur le mode de production et tout. Et là où il y a un peu une fracture avec notre manière de nous aborder le truc, c'est qu'on dit, mais tant que on accepte le discours de départ qui est de dire l'échange, c'est mal en soi, la technologie, c'est mal en soi, etc. L'industrie, c'est mal en soi. Voilà, on va toujours se taper des gros réacs derrière qui vont récupérer ça pour tenir un discours qui est un discours d'extrême droite, chimiquement pur, vraiment. L'appel à la nature, le machin, le truc, vraiment, c'est de l'extrême droite. C'est un discours d'extrême droite. Et donc voilà, mais je pense que Fracas est beaucoup plus dans un entre-deux et qu'une partie de leur, on va dire, de leur pudeur langagière viennent aussi du fait qu'ils veulent pas s'aliéner un certain public et qu'ils veulent les ramener vers autre chose. Je pense pas qu'on soit opposé au point où tu le dis parce qu'en fait, c'est pas exactement comme ça qu'ils le formulent. Mais en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est pas tant que je leur reproche d'être comme ATR, c'est qu'en fait, à vouloir rester là-dedans, ils tombent dans le même travers qu'ATR, sans s'en rendre compte. Effectivement, il y a personne qui va leur faire cette critique, mais les chaînes d'approvisionnement mondiales, c'est la même chose que la pilule. Ça a des bienfaits. Quand elle parle à un moment donné du stylo par rapport au data center, choisir le stylo ou le data center, ça n'a aucun sens. Le data center recouvre les mêmes rapports sociaux que le stylo. Voilà, on ne va pas sortir du problème en choisissant le stylo plutôt que le data center, en détruisant le data center, en fabriquant son stylo ou en gardant les stylos et pas les data centers. Enfin, pour moi, c'est ça, vraiment, on est dans le fétichisme de la marchandise, là. Oui, je suis parfaitement d'accord avec toi. Bon, sur ce, si vous voulez, les amis, on vous en a déjà parlé à l'épisode 1, mais je vous en reparle maintenant. Vous pouvez aller lire l'excellent article de notre camarade Lizzie, qu'elle a écrit pour Position Revue, qui s'intitule « La nature, opposer une analyse matérialiste à l'écofascisme grandissant », où la question des antithèques est assez largement posée, et Lizzie parle aussi de son point de vue de militante et de femme trans. Et donc, forcément, elle a un regard un peu plus, on va dire, sévère que, par exemple, nos camarades de Fracas. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux, Insta, Twitter, vous abonner aux chaînes. Et sur ce, on vous dit, ne soyez pas des gros fascistes. À plus tout le monde, salut. Salut.